Yo lo que quisiera, a través de esta conversación, Ce que je voudrais, au travers de cette conversation, c'est parvenir à lier le passé au présent. con el presente. Para mí es importante que hoy los jóvenes Pour que no moi, lo vivieron, las nuevas il est important qu'aujourd'hui, les jeunes qui ne l'ont pas vécu, les jeunes générations, sachent qu'il y eut un temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, durant lesquels le prolétariat espagnol a pris en main la production et la distribution, durant lesquels le capitalisme a disparu de fait, même s'il se maintenait symboliquement. 3 ans durant lesquels le capitalisme n'a eu aucune force réelle, dans la mesure où tout était entre les mains de ceux qui travaillaient dans les usines et organisaient la production et la distribution des produits. Et ce qui s'est déroulé entre 1936 et 1939 en Espagne est la preuve manifeste que les ouvriers ont la capacité de reconstruire le monde. La première internationale se développe en Espagne autour d'un groupe de jeunes madrilènes et d'un groupe de jeunes catalans de Barcelone. L'internationale apparaît sous le nom de Fédération régionale espagnole. Son premier congrès se tient à Barcelone en 1870. Ces gens qui se réunissent ont compris la problématique fondamentale du mouvement ouvrier qui doit être autonome, qui n'est soumis à aucune stratégie politicienne, qui n'est dirigé par aucun parti, qui prend ses décisions depuis la base pour monter au sommet où elle constitue l'orientation générale de l'organisation. Tous les thèmes du syndicalisme révolutionnaire, ses idées forces, sont énoncés dans ce congrès. Il préfigure ce que sera plus tard, au XXe siècle, la Confédération nationale du travail. C'est ainsi que se termine le siècle. Es así como termina el siglo.
De guerre coloniale en soulèvement militaire, de coup d'État en défaite, l'armée a plongé l'Espagne dans une profonde crise morale. Le Maroc, dernier bastion de l'Empire, est le rendez-vous des ambitions frustrées. Avec un corps d'officiers attaché à des valeurs désuètes, c'est là que se forgent les épées et les mentalités de la guerre civile à venir. Pour sa part, en défense d'un système social archaïque, l'Église catholique contrôle les consciences par son monopole dans le secteur éducatif. Alors, en même temps qu'une génération d'intellectuels s'interroge sur le triste destin de l'Espagne, antimilitarisme et anticléricalisme sont synonymes d'émancipation. Ces idées, d'abord diffuses et souterraines, éclatent au grand jour lors de l'insurrection spontanée de Barcelone, la semaine tragique. En 1909, les habitants de Barcelone n'acceptent plus de servir de chair à canon pour la guerre coloniale du Maroc. Hommes et femmes descendent dans la rue et s'opposent par la force au départ de nouvelles recrues. La grève générale paralyse la ville, des églises et des couvents sont brûlés, la répression s'abat sur la cité. L'adhésion du mouvement ouvrier aux idéaux de la Première Internationale ne se dément pas. L'Union générale des travailleurs, née d'une scission socialiste au sein de la Fédération régionale espagnole, n'a pas réussi à rassembler la totalité du prolétariat, loin s'en faut. Ce sont des centaines de sociétés ouvrières de résistance qui, jusqu'alors indépendantes, vont multiplier les contacts et les débats qui permettront la cristallisation du mouvement autour de la plus prestigieuse, l'organisation régionale de Catalogne, Solidarité ouvrière. Voici Solidaridad Obrera, un exemplaire rarissime où est publié le compte-rendu du congrès au cours duquel Solidaridad Obrera devint Confédération nationale du travail. Dès 1910, le congrès de fondation de la CNT aborde tous les thèmes essentiels de l'anarcho-syndicalisme. La propagande et la formation culturelle des militants, la lutte pour la réduction de la journée de travail et la conquête de conditions de vie meilleures, la grève générale révolutionnaire et la solidarité. Compañeros, va a empezar el mitin monstruo. Suplico que todos cierren el pico para poder escuchar a los que tengan que hablar de asuntos trascendentales. Se trata de defender y de hacer prevalecer todos nuestros ideales. Hay que morir o vencer. Se ha decidido expulsar a aquel que la boca abra sin permiso para hablar. Y ahora pedir la palabra, que ya es hora de empezar. ¡Pide la palabra! Y ya. Mais surtout, la jeune CNT brise les schémas qui régissent traditionnellement l'action collective des individus. De manière pragmatique, s'élabore peu à peu une méthodologie qui respecte l'être de chaque individu sans renoncer au faire de la collectivité. L'organe moteur est l'assemblée du syndicat. De la confrontation entre les points de vue individuels surgit, par synthèse ou par majorité, l'orientation générale. La CNT est une école d'initiative individuelle et de respect collectif. Parce que personne ne décide pour les autres, le fonctionnement est lourd et lent. ¿Cómo te llamas? Carmina. ¿Hablan las mujeres? No, la mujer a la cocina. Oídos los pareceres y oídas las opiniones, que se callen las mujeres y que griten los varones. No queremos acatar decisión penalitaria. Queremos quitar derecho. Padre, ¿somos vosotras? Nosotros damos el pecho. También lo damos nosotras. ¡Silencio! Soy presidente. Y esta reunión apache ni es correcta ni decente. Yo lo prohíbo. Conache, pide la palabra. Habla. Cuando en una reunión, una discusión se entabla por falta de corrección o surge algún incidente, es deber del presidente evitar la discusión. No se admite la elección porque en esta presidencia lo que nos sobra es decencia, cultura y educación. C'est ainsi que dans la CNT
vont se former peu à peu des générations de militants qui ont intériorisé les contenus théoriques et pratiques du syndicat. Sans mot d'ordre venu d'en haut, ils sauront agir de manière autonome et faire face jusqu'au bout à toutes les situations. A ese no le hagan callar si no se le descalabra. ¡Silencio! Hay que guardar compostura y tener fe en los que quieran hablar. A ti, hija, me contagié. Pipí, pipí. Testarudo. ¡No es el mismo! ¿Es otro? Sí, pipí. Valiente tozudo. Mi hermano es quien grita así y el pobre no es tartamudo. Pues, ¿qué quiere? Hacer pipí. Alberto es quien debe hablar. Me parece razonable y por mí puede empezar. Apenas nacida, la organización que aparece ya con una finalidad... Dès sa naissance, la CNT, dont la finalité révolutionnaire est clairement établie, doit faire face au pouvoir en place, à commencer par le patronat et le capitalisme. La propia clase empresarial, empezando incluso por el propio capitalismo, que se da cuenta que a partir Ces pouvoirs se rendent compte qu'ils vont avoir des problèmes avec une organisation qui se veut irréductible. En Andalousie, il y avait de grands propriétaires fonciers et des pauvres, des pauvres, des pauvres. C'était pas comme à Barcelone où les gens, par exemple, avaient un petit bout de jardin où tous avaient quelque chose pour subsister. Chez nous, on n'avait rien. Si le patron ne te donnait pas de travail, tu mourrais de faim. Nous descendions constamment dans la rue et la garde civile était toujours présente. Nous nous affrontions à elle et au capitalisme, ce sont les luttes de toujours. Jusqu'en 1930, la journée de travail durait du lever au coucher du soleil. On partait au champ le matin et on revenait à la nuit tombée. Quand il rentrait le soir, l'homme, lui, se reposait davantage que la femme parce que la femme s'occupait de ses enfants et de la maison. Elle n'avait même pas le temps de s'instruire, ni de penser, ni de câliner ses enfants, comme toutes les mères souhaitent le faire. Elle ne pouvait pas. Non, non, je n'avais pas peur. Je n'ai jamais eu peur de la lutte. Du temps de mon père, j'étais une enfant et mon père m'amenait souvent avec lui. Il avait très confiance en moi pour ces choses-là. Nous allions lire des circulaires, le courrier, les manifestes, souvent sous un pont. On ne nous les envoyait pas par la poste, c'était des camarades qui se déplaçaient à Madrid, à Séville, qui allaient les chercher. Nous les distribuions ensuite aux personnes qui, pensions-nous, pouvaient faire quelque chose. Et comme ça, ils apprenaient à lire et à écrire. Avec la CNT, ils se formaient en lisant la Soli ou Estudios, qui était déjà une revue un peu plus scientifique que beaucoup ne comprenaient pas. Nous avions beaucoup de livres grâce auxquels les gens arrivaient à comprendre pourquoi ils étaient si misérables et pourquoi on ne les considérait pas comme des hommes à part entière avec des droits et des besoins. Ils n'avaient rien parce que tout était entre les mains du capital. Ce qu'ils apprenaient là, c'était à devenir des hommes. Il y avait des enfants de 14 ans qu'on voyait là, assis avec leur journal. On vit beaucoup la nuit en Andalousie parce qu'il fait très chaud. Ils s'asseyaient à 3 ou 4 gamins sous l'éclairage de la rue et celui qui lisait le mieux lisait la presse révolutionnaire aux autres. À Alcolea, il y eut une grève des ouvriers agricoles, une grève qui dura 3 mois. Et nous avons dû envoyer les enfants au village de mon compagnon, qui était mineur, pour pouvoir poursuivre cette grève. Chaque jour, nous descendions dans la rue. Et chaque jour, la garde civile nous tombait dessus. Quand il y avait un champ laissé à l'abandon par son propriétaire, parce qu'il ne jugeait pas nécessaire de le cultiver et préférait embêter les travailleurs en ne le faisant pas labourer, la CNT décidait, sans consulter le propriétaire, de le travailler, s'appuyant pour ça sur une vieille loi oubliée. On envoyait 2 paires de mules pour labourer le champ, et sans savoir qui avait fait ça, le patron devait payer 6 jours après les salaires à une délégation du syndicat. Il ne pouvait en aucune façon s'y soustraire. La CNT était donc maîtresse des décisions dans la commune. Han sido acciones en ocasiones violentas,
Il s'est agi quelquefois d'actions violentes, mais la violence n'était pas voulue par les travailleurs. Implicitement, elle était le contre-coup des conditions inhumaines d'exploitation auxquelles ils étaient soumis. De sorte que la seule réaction positive que pouvaient avoir aussi bien les travailleurs agricoles d'Andalousie, d'Extrémadure, de Castille, que les travailleurs de l'industrie, c'était la grève. Un gamin de 16 ans qui avait été licencié provoqua la paralysie du chantier, et en amont et en aval, le long de la voie, également de tous les autres chantiers. Les barbiers, les boulangers, les servantes, les nourrices des enfants de riches, tous se mirent en grève par solidarité avec l'apprenti licencié et contre le chef de chantier qui l'avait renvoyé. Quand la bourgeoisie se rendit compte que ses fils ne pouvaient plus avoir de lait, que les barbiers ne rasaient plus, que les mécaniciens ne réparaient plus les voitures, etc., la grève fut immédiatement gagnée. Et on l'a gagné en plus avec toute la population dans la rue, car les paysans comme les maçons, tous étaient dans la rue à attendre la réintégration de l'apprenti renvoyé. Je dois vous dire la vérité, moi, la CNT, je l'ai connue en étant un jaune. J'ai commencé à travailler à l'âge de 12 ans. Il y eut une grève. J'étais si jeune que je ne savais même pas ce que c'était. Alors le secrétaire du comité de l'usine, un certain Carmelo, m'a pris à part et m'a expliqué très gentiment que j'avais mal agi, très mal. Parce que quand les ouvriers étaient en grève, c'était pour le bien de tous, et donc je ne devais pas travailler non plus. Comme on était à l'usine, on se syndiquait. J'ai commencé à aller au syndicat vers les 13 ans. En 1933, je suis entré aux Jeunesses libertaires et je me suis fait un peu connaître parce que nous étions, nous les jeunes, ceux qui nous montrions le plus. Les copains plus âgés s'occupaient d'actions plus sérieuses. Nous, on collait des affiches, on distribuait des tracts et on vendait des journaux. Hola, Juan. Tengo algo para ti. Toma. Tous les matins, sur la place de l'horloge, le contremaître, qui était au service du grand propriétaire, choisissait les hommes pour le travail. Il prenait celui-ci, celui-là, ceux qui lui plaisaient le plus, et les autres restaient sans travail. Un jour, ils protestèrent parce que c'était injuste. C'était toujours les mêmes qui travaillaient et les mêmes qui restaient en plan. Bien sûr, on rejetait toujours les plus rebelles. Alors ils se révoltèrent. La police arriva, toujours la garde civile, qui les amena au poste, puis en prison. Mais ils étaient bien obligés de lutter. Ils commençaient à lutter pour vivre et ils finissaient par se forger une idée, un idéal. Et cet idéal, quand tu l'as, personne ne peut te l'arracher. Venga. Tú, anda. Y tú. Tú también. Ese. Anda, tú. Ninguno más, se acabó. Dans cette période d'agitation sociale intense, la grève de la Canadiense devient un mythe. Sur le thème de la solidarité, l'engagement est total. Barcelone n'a plus ni électricité ni tramway. La compagnie doit renoncer à ses prérogatives et l'État directement prend en charge l'entreprise. Le 17 mars 1919, les ouvriers imposent à la compagnie la réintégration de leurs camarades licenciés, l'augmentation des salaires, la réduction de la journée de travail à 8 heures, le paiement du mois et demi de grève.
De 1910 jusqu'aux années 20 et ensuite pendant la dictature de Primo de Rivera jusqu'en 1930, la Confédération est soumise à tous les dangers. Ses militants sont en première ligne dans toutes les luttes sociales. Mais en même temps, ils sont obligés de lutter dans la rue. C'est une période où, tragiquement, nos camarades sont obligés de se battre. Ils doivent mourir et ils meurent. Ils doivent tuer et ils tuent. Ainsi disparaissent des militants comme Arx, comme Vandelios, comme Evelio Boal, secrétaire d'un comité national, ou comme le légendaire Noy del Sucre, notre camarade Salvador Segui, assassiné à Barcelone par les tueurs à la solde du patronat. Il sortait chaque jour, il venait manger ici. En sortant, il est allé au bureau de tabac. Quand il est sorti, ils lui ont tiré dessus. Comme il a pu, il est allé en face. C'est là qu'il est mort. C'est là qu'ils l'ont achevé. Cet endroit était plein de gerbes magnifiques. Dans cette rue, il était très aimé, cet homme. Apprécié et aimé. Par les travailleurs, bien sûr. Car la bourgeoisie... Ici, il n'y avait pas de bourgeois. Francisco Ascaso et Buenaventura Durruti deviendront alors les symboles de la réplique anarchiste à la violence réactionnaire. Le facteur décisif qui m'a fait adhérer à la CNT, c'est sans doute la répression. Ces quantités de camarades, d'ouvriers, qui mouraient pour 3 fois rien, pour le simple fait d'avoir des timbres de cotisation dans la poche. La brutalité avec laquelle on a voulu détruire la CNT, aussi bien de la part du gouvernement central, le Premier ministre Dato a payé ce crime de sa vie, que de la part des bandes de tueurs et des gouverneurs militaires à la solde du patronat catalan. Tout cela a créé en moi ce dont a besoin un jeune pour se forger un idéal dans la vie. Une mystique et le sentiment que mon devoir humain, mon devoir de personne qui ne voulait pas rester indifférente devant une tragédie si terrible dans laquelle disparaissaient tant d'hommes, était de lutter auprès d'eux, de me joindre à eux. À 16 ans, j'ai subi ma première perquisition. Il ne venait pas pour moi, il venait pour Amor Arx. Arx avait été sorti mort des cachots de la préfecture et il l'avait abandonné dans une rue. Il cherchait sa sœur. Ils sont venus à la maison. Elle n'était pas chez moi. Dès qu'ils sont partis, nous avons couru chez Villajuana pour lui dire qu'Amor devait se cacher, disparaître, car ils allaient revenir. Comme ils ne l'avaient pas trouvé chez moi, ils allaient revenir. 400 militants de la CNT ont été tués durant cette période. Ceux qui pensent que notre lutte a été facile se trompent. On ne nous a jamais épargnés. Les militants de l'époque devaient vivre clandestinement, se réunir comme ils le pouvaient dans les rues avec leurs syndicats mis hors la loi. La CNT réduite à la clandestinité, ses militants décimés, la dictature de Primo de Rivera fera des années 20 une sombre décade pour le mouvement social.
On va même jusqu'à donner la médaille du travail au général Martínez Anido, l'un des principaux artisans de la liquidation physique des militants ouvriers. En 1927, apparaît la Fédération anarchiste ibérique dont l'objectif sera double, serrer les rangs face à la répression et renforcer la cohérence révolutionnaire du mouvement face aux démarches opportunistes que l'effondrement prévisible de la monarchie pourrait susciter. Guardia, ¿quiere usted hacer el favor de echar una miradita a todo esto? Sin favor, para eso está uno, para vigilar la propiedad. Gracias. Car la dictature n'a déjà plus la même vigueur, on finira par dire qu'elle est molle. Progressivement, dans tous les secteurs vitaux de la société, apparaissent les indices d'une conscience républicaine. Et le 14 avril 31, après des élections municipales perdues par les monarchistes, le roi renonce au trône et quitte l'Espagne. Et immédiatement se forme le cercle républicain, composé d'ouvriers, de commerçants, de professions libérales, d'enseignants, et également de quelques bourgeois. Tout cela contribuait à ce que les gens répondent positivement à la proclamation de la République. Pour des militants qui vivent avec enthousiasme leur sortie de la clandestinité, la mariée n'est pas assez belle. 2 mois après la proclamation de la République, la CNT célèbre un congrès. 418 délégués sont réunis en représentation de 511 syndicats et plus de 500 000 adhérents. Durant presque 3 ans, la CNT va tenter de dépasser le changement formel de régime politique. Spontanées ou planifiées, les insurrections se multiplient au cours desquelles sera systématiquement proclamé le communisme libertaire. En conséquence, la CNT continue d'être la cible privilégiée de la répression.
Et on arrive à l'année 33. Le 8 décembre, la CNT décide de prendre les armes en Aragon. Ceci s'inscrivait dans ce que certains camarades appelaient alors stratégie révolutionnaire. L'autobus Alcanis-Teruel passe par Calanda à 7 h du matin. S'il passe, la CNT ne bouge pas. Ça veut dire que l'insurrection n'est pas déclenchée. S'il ne passe pas, alors on y va. La nuit de 1933 est une catastrophe pour les travailleurs et pour le syndicalisme révolutionnaire. Le syndicat est interdit et ses locaux sont fermés. 200 hommes de Calanda sont emprisonnés. Mais les autres s'engagent alors à travailler toutes leurs terres comme si personne ne manquait au foyer. Et ils ont tenu parole. La garde civile voulait savoir qui avait volé de la dynamite sur le chantier du chemin de fer, qui avait incendié les propriétés de don un tel à l'époque où les grèves étaient difficiles à gagner. On prendait des camarades par les pieds et on les martyrisait. Et aujourd'hui encore, après la Révolution, alors qu'on pouvait tout dire, personne n'a dit qui était allé chercher la dynamite, qui avait mis le feu aux récoltes ou aux oliveraies. Comment faire vivre le communisme libertaire dans une organisation révolutionnaire? Une polémique avait opposé communistes et collectivistes. Les collectivistes réclamaient le produit intégral du travail de chacun. Et les communistes disaient non. Non, 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 on met tout en commun et que chacun travaille en fonction de ses forces et consomme en fonction de ses besoins. Telles étaient les deux tendances, et c'est en définitive la thèse communiste qui triompha. On ne parla plus de collectivisme, et les manifestes furent dorénavant signés « Vive le communisme libertaire ». L'ambiance révolutionnaire exigeait que l'on programme le communisme révolutionnaire pour savoir ce que nous devions faire, comment nous devions bouger les pieds après la Révolution, comment nous devions nous asseoir, comment nous devions aimer les femmes, comment nous devions éduquer nos enfants. C'est à cela que se consacra le congrès de Saragosse. Naturellement, si on lit aujourd'hui la motion sur le communisme libertaire du congrès de Saragosse, on la trouvera décevante, parce qu'elle est insuffisante, et que les conditions de vie ont complètement changé. Mais si l'on prend en compte l'époque, la mentalité des gens, si l'on prend en compte le romantisme que cela comporte, la passion, la pureté d'idéal dont il est porteur, alors cette motion garde toute sa validité. Partout en Europe, les fascistes balaient sans combat les courants de gauche. Sans coup férir, en Italie, en Allemagne, en Europe centrale, ils prennent le pouvoir. Et la liquidation physique des oppositions commence. Seule la perspective d'une transformation radicale peut susciter l'enthousiasme des exploités. Début 1934, Valeriano Robón Fernández écrit « La réalité du danger fasciste en Espagne a posé sérieusement le problème de l'unification du prolétariat pour une action large et radicale qui dépasse les objectifs strictement défensifs. Les issues politiques à la situation actuelle étant réduite aux seules options de fascisme ou de révolution sociale, il est logique que la classe ouvrière mette de l'acharnement à gagner cette bataille. Elle sait très bien ce qui est en jeu. » Les dangers de l'alliance avec les socialistes qui hésitent frileusement entre la révolution et la légalité bourgeoise n'échappent pas à Robón Fernández. Quant à la politique communiste, il l'épingle en 2 mots, que triomphe ma secte, même s'il faut y sacrifier la révolution.
Après avoir collaboré avec les institutions du travail de la dictature de Primo de Rivera, Largo Caballero, ministre de la République et secrétaire général de l'UGT, avait été l'instrument de l'offensive contre la CNT. Néanmoins, aux Asturies, la Confédération surmonte ses réticences et accepte le défi de l'alliance révolutionnaire avec l'UGT et les autres forces de gauche. Depuis des semaines et des mois, les militants ouvriers préparent l'insurrection et organisent des colonnes de volontaires. Dans les usines d'armement, la CNT et l'UGT ont monté des réseaux pour se procurer fusils et mitrailleuses. Et le 6 octobre 1934, l'insurrection est déclenchée au cri de « UHP, unissez-vous, frères prolétaires ». En 15 jours de lutte et d'espérance révolutionnaire vont se développer des expériences multiples, municipalisation de la vie sociale, proclamation du communisme libertaire. Pour écraser l'insurrection, le gouvernement de droite utilise tous les moyens dont il dispose, la garde civile, l'armée, la légion. En Catalogne, où il aurait été possible d'allumer un second foyer révolutionnaire, le jeu politique a paralysé le mouvement ouvrier. Les syndicats étaient sous scellés. Ils étaient fermés par ordre du gouvernement autonome catalan. Le 6 octobre, alors que je me trouvais seul dans la rédaction de Solidaridad Obrera, les locaux furent pris d'assaut et un policier tira un coup de feu à l'aveuglette qui blessa mortellement l'un des tomes de l'encyclopédie Espasa. En fait, les rationalistes catalans qui ont acquis de pompeux titres de gloire pour cette insurrection ne se sont pas fondamentalement opposés au gouvernement central. Ils s'en sont pris à tous ceux qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Depuis toujours, ils avaient caressé l'espoir de bâtir une organisation ouvrière à leur dévotion et évidemment, la CNT s'était opposée à leurs prétentions. La révolution des Asturies est victime de son isolement. Après 2 semaines de durs combats, la révolution est vaincue. 3000 morts, parmi lesquels José María Martínez, figure historique de la CNT aux Asturies. Des milliers de blessés, 30 000 prisonniers. Ces prisonniers, dont bon nombre sont membres de la CNT, vont être l'enjeu des élections de février 1936. Le Front populaire gagne les élections, de peu, et les prisonniers sont libérés. À partir du 1er mai 1936, à Saragosse, se réunissent presque 1 millier de syndicats de la CNT. Les syndicats d'opposition participent également au Congrès, considérant qu'elle n'était pas alors en mesure d'assumer la transformation de la société. Ils avaient quitté la Confédération dans les premières années de la République. Il y eut des concessions mutuelles et l'on ne s'embrassa pas parce que l'espagnol est très austère. Mais le problème fut résolu et on put aller de l'avant dans de meilleures conditions. Quand, au Congrès de Saragosse, la CNT surmonte sa propre division et propose à l'UGT une alliance révolutionnaire, quand elle analyse la révolution des Asturies et élabore le concept confédéral du communisme libertaire, elle tente de faire la synthèse de l'essentiel, la révolution libertaire comme réplique au fascisme. Le congrès de Saragosse, en 1936, s'est déroulé en même temps qu'une série de grandes grèves organisées par la CNT dans tout le pays. La plus importante fut sans doute la grève du bâtiment, qui vida la centrale socialiste UGT aussi bien de cotisants que de contenu programmatique. Elle avait déjà subi d'autres revers dans les premières années de la République, lors des grèves des transports, des communications, du téléphone. Un des premiers effets de cette grève du bâtiment fut effectivement l'effondrement de l'UGT de Madrid. À l'occasion d'un meeting, les syndiqués de l'UGT déchirèrent leurs cartes et passèrent en bloc à la CNT. La grève à peine finie, la CNT de Madrid se trouva plongée en pleine guerre civile.
Esquerra arrive premier en 4 heures, 3 minutes, 18 secondes. Estoy muy contento también de haber pasado el primero Gran Premio de la Montaña. ¡Viva España! ¡Viva España! Le 18 juillet, le coup d'État fasciste a éclaté au Maroc, en Andalousie, dans le nord. Mais pour le mouvement ouvrier, la date décisive, c'est le 19. À Barcelone, au petit jour, la troupe sort des casernes et manœuvre vers la place de Catalogne. La légalité républicaine et le gouvernement, impuissants, ont cessé d'exister. Face aux militaires insurgés, il y a le peuple et essentiellement la CNT et la FAI avec les armes conquises au cours d'années de lutte. Lorsqu'il apparaît que le gouvernement, inconscient ou complice, se refuse à distribuer des armes, les armureries de la ville et des navires du port sont prises d'assaut. Après de très durs combats de rue, les unités insurgées sont vaincues. De très nombreux militants anonymes sont morts, Francisco Ascaso aussi, dans l'assaut final de la caserne d'Atarazanas. Les syndicats de la CNT et les groupes de la Fédération anarchiste ibérique se sont engagés à fond. Les libertaires sont maîtres de la rue. Le rouge et le noir flottent sur Barcelone. Nous entendions les gens crier « La révolution, la révolution !» Non, non, il faut rentrer à la maison parce que c'est la révolution. Les prisonniers politiques vont être libérés. Et moi, je ne cessais d'entrer et sortir pour essayer de voir les prisonniers. Alors des camions sont passés, des voitures et tout. Allez, il faut hisser le drapeau, c'est la CNT qui a gagné. Comme à Barcelone, le peuple s'impose à Madrid, à Valence, à Gijón, à Malaga. Mais l'armée insurgée s'empare d'Oviedo, de Saragosse, de Séville, de la Navarre, de la Vieille Castille, de la Galice.